Bonjour à tous et bienvenue aux conférences Secobois. Permettez-moi de me présenter, Louis Poliquin, directeur de Secobois. Il me fait grandement plaisir de vous accueillir à cette deuxième semaine de conférences. Encore cette semaine, nous avons un programme de conférences fort bien garni qui, on l'espère, saura répondre à vos attentes. Profitez également de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à nos conférenciers et pour les remercier d'avoir accepté notre invitation. Nous avons l'honneur ce matin d'accueillir M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui souhaitait vous adresser quelques mots. Monsieur le ministre, bienvenue, à vous la parole. Bonjour. À titre de ministre responsable des Forêts, de la Faune et des Parcs, il me fait plaisir de pouvoir vous adresser quelques mots en ouverture d'une autre journée de conférence qui s'annonce fort enrichissante. À l'instar de l'équipe de Secobois, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs fait depuis longtemps la promotion des multiples avantages socio-économiques et environnementaux de l'utilisation du bois dans le domaine de la construction. Nous le savons tous, le bois est une matière renouvelable qui joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Que ce soit en permettant la séquestration de carbone pendant toute leur vie utile ou par la substitution de d'autres matériaux, tels que l'acier et le béton, dans la production, est plus polluante. Choisir le bois comme matériau de construction, c'est utiliser une ressource locale et durable qui offre une performance environnementale plus qu'avantageuse. Son utilisation contribue non seulement à la réduction de l'empreinte carbone de nos bâtiments, mais aussi au développement économique éco-responsable du Québec et de ses régions. C'est d'ailleurs avec ces considérations en tête que la politique d'intégration du bois dans la construction a été conçue puis annoncée en décembre 2020. Afin d'atteindre les objectifs de la politique, nous avons élaboré le plan de mise en œuvre 2021-2026 qui comprend des actions concrètes et des investissements importants pour promouvoir l'utilisation des produits du bois dans la construction. Vous aurez d'ailleurs la chance d'entendre dans quelques instants Mme Zoé Champerland, directrice du développement de l'innovation de l'industrie du ministère, vous parler plus en détail de la politique et de son déploiement grâce au plan de mise en œuvre. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souligner l'apport d'organisations telles que Secobois pour mettre en place un environnement favorable à une utilisation accrue des produits du bois, ce matériau noble de chez nous. C'est ensemble, grâce au savoir-faire et aux initiatives développées par nos différentes organisations, que nous pouvons encourager le développement économique durable de toutes les régions du Québec en construisant davantage en bois. Je vous souhaite une excellente journée de conférence. Merci, M. Dufour, d'avoir pris le temps, à travers votre horaire très chargé, de nous adresser la parole aujourd'hui. Je félicite le gouvernement et le MFFP pour sa politique et son engagement envers la construction en bois, qui va contribuer certainement à permettre au Québec d'évoluer vers la carboneutralité. J'en profite également pour remercier le MFFP pour son appui envers Secobois, ce qui nous permet de poursuivre notre mission de promotion, de soutien technique et de transfert de connaissances en lien avec la construction en bois. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine de conférence et encore une fois, je vous remercie d'être présents. Je cède maintenant la parole à Simon Thibault-Bellavance, conseiller technique chez Secobois, qui agira comme modérateur aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième semaine des conférences Secobois. Mon nom est Simon Bellavance, conseiller technique chez Secobois, et je vous présenterai l'horaire de la journée. Aujourd'hui, nous avons un programme très intéressant qui débute avec la présentation de la directrice du développement et de l'innovation de l'industrie du ministère Forêts, Faune et Parcs, Mme Zoé Champerland, qui présentera la stratégie de déploiement de la politique d'intégration du bois dans la construction. Un engagement fort du gouvernement provincial qui a pour objectif d'augmenter l'utilisation du bois dans la construction en vue de favoriser le développement durable de toutes les régions du Québec et de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Pour la deuxième session, nous poursuivrons avec la présentation de Luc Bélanger de Patriarche sur la base plein air de Sainte-Foy. Nous sommes très heureux de vous présenter ce bâtiment puisque c'est notre bâtiment chouchou à Québec pour tenir nos formations en présentiel. En parallèle, nous aurons la conférence du directeur de Secobois, Louis Poliquin. Cette présentation illustrera comment Gestimat peut être utilisé comme outil d'aide à la décision, notamment en phase de conception préliminaire, afin d'apporter un éclairage sur l'impact carbone de différents choix de structure. Pour la troisième session,
On ne pouvait pas tenir cette édition des conférences Cecobois sans avoir une présentation sur le chalet du sommet à Bromont. Éric Pelletier de chez Lemay présentera ce bâtiment qui a maintes fois été primé tant au Québec qu'au Canada, entre autres au dernier prix d'excellence Cecobois et au dernier prix d'excellence en architecture de l'OAQ. En parallèle, Véronique Côté et Hugo Thibodeau d'Atelier Mockup présenteront des exemples d'innovation avec le paramétrique dans des projets d'architecture non standard. Ces derniers se sont démarqués entre autres avec le Parklet Miyagi et la terrasse du Sacrilège à Québec. Je vous rassure, si jamais vous avez manqué une conférence à laquelle vous désiriez assister, sachez que les conférences seront disponibles en rediffusion jusqu'au 31 mars. Nous essayons de les rendre accessibles le plus rapidement possible, mais il se peut qu'il y ait un délai de quelques jours avant de les voir apparaître sur le site Web. Avant de céder la parole à Mme Chamberlain, je vous rappelle qu'il est important de bien vous identifier à votre nom dans l'application Zoom. Ce sera notre unique manière de vous identifier pour produire vos attestations de participation. De plus, je vous rappelle qu'il sera possible de poser vos questions à la fin de la session. Utilisez le chat ou la fonction main levée pour signifier que vous avez une question. À votre tour, nous activerons votre micro et vous pourrez directement poser votre question à notre conférencier. De plus, vous pouvez en tout temps changer de salle. Il suffit simplement de cliquer sur les liens de la page d'accueil. Comme je le disais au début, la première conférence de la journée porte sur le déploiement de la politique d'intégration du bois dans la construction. Sans plus attendre, Mme Chamberlain, je vous cède la parole. Bonjour à tous. C'est avec plaisir là, que je vous fais cette présentation aujourd'hui dans le cadre du salon Solutions Bois. Donc, je me présente, Zoé Chamberlain, je suis directrice du développement et de l'innovation de l'industrie au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, ma présentation aujourd'hui porte sur le déploiement de la politique d'intégration du bois dans la construction du gouvernement du Québec. Donc, sans plus tarder, je débute. Donc, c'est pas d'hier que le gouvernement du Québec met en place des initiatives pour accroître l'utilisation du bois dans la construction. Donc, déjà en 2008, là, le gouvernement avait adopté la stratégie d'utilisation du bois dans la construction au Québec. C'était un premier pas là, vers l'accroissement de l'utilisation du bois dans la construction non résidentielle et multifamiliale. L'objectif, c'était de positionner là, le matériau bois au Québec équitablement là, par rapport à d'autres matériaux de construction. Donc, on sait que traditionnellement, là, le matériau bois est bien présent dans la construction résidentielle unifamiliale, mais on souhaitait faire un pas de plus là, versus les opportunités qu'il y avait là, au niveau de la construction commerciale, industrielle, institutionnelle puis multifamiliale. Donc, également, en 2013, 2015 et 2017, donc une charte du bois qui a été publiée, a présenté essentiellement les mêmes objectifs là, que la stratégie d'utilisation du bois dans la construction, qui était, dans le fond, d'accroître l'utilisation du bois dans la construction au Québec. Avec un focus sur 4 mesures, donc le leadership gouvernemental, la construction de bâtiments de moyenne hauteur, la formation, puis la recherche et l'innovation. Donc, en 2015, la Charte du bois est devenue un engagement gouvernemental. Donc, ça impliquait que tous les ministères et organismes là, qui étaient concernés devaient désormais là, déployer des actions, des moyens pour atteindre les objectifs de la Charte. Donc, en 2019, il y a eu un bilan de la Charte du bois qui a été le point de départ pour l'élaboration de l'actuelle politique d'intégration du bois dans la construction. Donc, la politique d'intégration du bois dans la construction, elle a été annoncée en décembre 2020. Elle propose des objectifs encore plus ambitieux que la Charte du bois. À la différence des initiatives précédentes, le gouvernement du Québec met ici en place vraiment une politique en tant que telle. Donc, éventuellement, lors de l'annonce de la politique, on annonçait également là, un plan de mise en œuvre avec des mesures concrètes. Donc, dans ce cas-ci, la politique couvre le secteur de la construction résidentielle et non résidentielle. Donc,
La politique s'articule essentiellement autour de 5 axes et 11 objectifs. Donc, on retrouve l'engagement gouvernemental à l'exemplarité, la réglementation, la recherche et l'innovation, la formation et le soutien technique et le rayonnement. Donc, le dernier axe sur le rayonnement, c'est vraiment nouveau, là, une nouveauté là, par rapport à l'ancienne charte du bois. Donc, la politique s'applique aux infrastructures publiques, parapubliques et privées du secteur de la construction résidentielle et non résidentielle. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, le secteur de la construction résidentielle est quand même passablement occupé là, par les structures de bois, surtout pour l'unifamilial. Par ailleurs, toujours dans le secteur unifamilial et multifamilial, il y a quand même des belles opportunités là, pour les systèmes, pour l'utilisation du bois dans des éléments non structuraux, comme par exemple de l'isolation ou de la finition. Au niveau des bâtiments multifamiliaux de 5 étages, ceux-là présentent un grand potentiel d'accroissement de l'utilisation du bois, que ce soit au niveau là, de la structure ou de l'apparence. En ce qui concerne la construction non résidentielle, qui va comprendre les bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels, puis les ouvrages de génie civil, donc elle présente là, un potentiel important d'accroissement pour l'utilisation du bois comme matériau structural et d'apparence. Donc, pourquoi utiliser le bois? En fait, entre autres, parce que le bois permet de substituer d'autres matériaux dont la production requiert une plus grande quantité d'énergie ou des matériaux qui ont été fabriqués à partir de produits pétroliers. Donc, ça permet d'éviter les émissions de GES qui découlent de leur fabrication. La fabrication des produits du bois, elle se positionne avantageusement en termes d'émissions de GES, notamment par rapport à d'autres matériaux de construction là, qui sont les plus utilisés là, dans le secteur de la construction. Donc, à titre d'exemple, sur cette image, on voit la comparaison de 3 poutres, bois, béton et acier, avec une même capacité portante. Donc, ça permet vraiment de voir là, que les émissions de GES liées à la fabrication de la poutre en bois sont nettement inférieures là, par rapport aux autres matériaux de construction. En plus de l'effet de substitution, on peut aussi mentionner là, les bénéfices qui sont liés à la séquestration du carbone dans les produits du bois. Ici, je vous présente quelques chiffres sur le potentiel de l'utilisation du bois pour réduire le bilan carbone du secteur de la construction. Donc, selon l'Alliance mondiale des bâtiments et de la construction, le secteur du bâtiment représente 37% des émissions mondiales de GES. On sait que les émissions de GES liées à la fabrication des matériaux de construction représentent environ 27% des émissions annuelles de GES du secteur du bâtiment et que la fabrication des matériaux de construction représente environ 10% des émissions mondiales de GES. Donc, au Québec, où est-ce que le chauffage à l'hydroélectricité occupe une place importante, puis l'efficacité énergétique des bâtiments s'améliore, la proportion des émissions de GES liées à la fabrication des matériaux de construction est appelée à augmenter. Dans ce contexte-là, le choix de matériaux à faible empreinte carbone, comme le bois, devient une solution avantageuse là, sur le plan de la lutte au changement climatique. Donc, pour atteindre les objectifs de la politique d'intégration du bois dans la construction, le gouvernement s'est doté d'un plan de mise en œuvre qui couvre la période 21-26. Donc, il a été annoncé tout récemment, le 4 février dernier. Le plan de mise en œuvre comporte 10 mesures qui présentent près de 55 millions d'investissements qui vont permettre là, de poursuivre l'intégration optimale du bois dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil public, parapublic et privé. Le plan de mise en œuvre est financé en grande partie par le plan pour une économie verte 2020. Dans le fond, dans les prochaines diapos, là, je vais aborder un petit peu plus précisément là, le plan de mise en œuvre. Donc,
Le plan de mise en œuvre s'articule autour des mêmes 5 axes que la politique. Le premier, c'est l'exemplarité gouvernementale en construction bois. Donc, une des mesures phares, c'est l'octroi d'un budget pour la réalisation d'évaluations comparatives d'émissions de gaz à effet de serre à l'aide du Gestimat pour différents bâtiments qui sont financés en tout ou en partie par le gouvernement. Donc, le Gestimat, c'est un outil qui a été développé par Secobois. C'est une interface web là, qui permet de quantifier les émissions de GES des matériaux de structure d'un bâtiment, puis de comparer là, les émissions associées à l'utilisation de différents matériaux de structure. Donc, l'utilisation du Gestimat permet de prendre en compte l'empreinte carbone des scénarios de construction d'un bâtiment comme un critère décisionnel pour les gestionnaires de projets. Donc, le plan de mise en œuvre de la politique prévoit aussi du financement pour bonifier le Gestimat, notamment ajouter des bâtiments types ou des matériaux d'enveloppe du bâtiment. Finalement, toujours à partir du Gestimat, c'est prévu de documenter graduellement les émissions de GES associées à différents bâtiments qui sont financés en tout ou en partie par l'État, pour éventuellement être en mesure de déterminer des seuils maximaux d'émissions de GES par type de bâtiment. Donc, à titre d'exemple, je vous présente ici une évaluation qui a été faite à partir du Gestimat pour un projet réel d'école primaire à Montréal. C'était l'agrandissement du pavillon Hubert-Reeves de l'école Fernand-Séguin du Centre de services scolaires de Montréal. Donc, l'évaluation permet de comparer les émissions de GES par matériaux puis par système constructif pour un scénario avec une structure de bois par rapport à une structure d'acier. Donc, on est à même de constater les avantages là, environnementaux de la structure de bois pour ce bâtiment-là. Donc, ça a permis d'éviter pour cet agrandissement-là, puis cette construction-là, environ 250 tonnes d'équivalent de CO2, soit l'équivalent de 200 voitures en moins sur la route pendant 1 an. Toujours en matière d'exemplarité, le gouvernement fait un pas de plus dans le cadre du plan de mise en œuvre en identifiant des cibles minimales d'utilisation du bois pour la période 21-26 dans ces bâtiments qui sont financés en tout ou en partie par le gouvernement. Donc, ça peut viser des logements communautaires de 4 étages et moins, mais aussi des logements communautaires de moyenne et grande hauteur, des bâtiments scolaires, des établissements d'enseignement supérieur, des maisons des aînés, des ponts forestiers. Donc, c'est important de mentionner là, que ces cibles-là s'appliquent dans les cas où c'est possible de construire en bois à coût compétitif et dans le respect de la réglementation en vigueur. Désolée, la télécommande ne fonctionne pas. Voilà. Donc, le deuxième axe de la politique concerne la réglementation. Donc, les mesures phares du plan de mise en œuvre en matière de réglementation visent principalement à faire évoluer la réglementation pour permettre une plus grande utilisation du bois en construction. Donc, c'est près de 3,8 millions là, qui vont être utilisés pour réaliser des études, des simulations, des analyses, des essais qui vont permettre de documenter puis d'appuyer des propositions de modification dans le cadre de l'élaboration du Code national du bâtiment, duquel découle une adaptation là, via le Code de construction du Québec. Donc, le financement va aussi permettre de mettre à jour des guides explicatifs pour la construction massive en bois d'au plus 12 étages, qui a été publié là, par la Régie du bâtiment du Québec, qui permet de fournir là, des indications aux concepteurs de bâtiments en bois de grande hauteur pour réaliser là, des travaux de conception pour la préparation des plans et devis. Le financement va aussi permettre d'appuyer la réalisation de fiches techniques explicatives sur la construction en bois. Donc, ces fiches techniques-là permettent d'appuyer, entre autres, des demandes de mesures équivalentes auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Ici, le schéma là, présente le processus de demande de mesures équivalentes là, auprès de la RBQ.
Ce type de demande-là est nécessaire quand on souhaite intégrer dans un bâtiment un élément de projet qui ne répond pas aux exigences de Code de construction du Québec, même si les exigences de performance sécuritaire là, sont équivalentes. Donc, les fiches permettent de documenter l'atteinte des performances qui sont exigées par le Code, puis d'assurer que les demandes des concepteurs soient complètes et recevables par la RBQ. Donc, les fiches vont être rendues accessibles là, et publiques là, gratuitement à tous pour permettre le dépôt de demandes de mesures équivalentes. Donc, ultimement, ce qu'on vise, là, c'est une réduction des coûts et des délais qui sont associés aux demandes de mesures équivalentes qui peuvent parfois là, constituer un frein à l'utilisation du bois. On vise aussi éventuellement à ce que l'inclusion du contenu des fiches dans le Code de construction du Québec et le Code national du bâtiment là, soit considéré par la RBQ lors de la mise à jour de ces codes. Donc, à titre d'exemple, je vous présente ici un bel exemple de réussite là, en matière d'évolution de la réglementation en construction bois. C'est des photos de la toute première école primaire avec une structure mixte en bois massif apparente et en béton de 3 étages. C'est le centre de service scolaire Marie-Victorin, dont la construction s'est terminée tout récemment en janvier 2022. L'école est située là, à Longueuil. Ce projet-là a fait l'objet d'une demande de mesures équivalentes auprès de la Régie du bâtiment du Québec, considérant sa structure en bois massif là, de 3 étages qui ne répondait pas aux exigences de Code de construction. Donc, il y a une fiche technique qui porte sur la construction d'écoles en bois de plus de 2 étages qui va pouvoir éventuellement être élaborée à partir des études issues de ce projet-là, dans le but de favoriser là, la construction d'autres écoles en bois. Donc, le projet a bénéficié d'un soutien technique de Secobois pour la conception, puis il a été aussi soutenu là, financièrement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois, qui a été remplacé là, aujourd'hui par le programme d'innovation en construction bois. Le troisième axe concerne la recherche et l'innovation. Donc, si on veut poursuivre l'intégration du bois dans la construction, c'est important d'appuyer les initiatives de recherche et de développement qui sont réalisées par les universités et les centres de recherche, puis d'appuyer aussi l'innovation dans l'industrie des produits forestiers. Donc, l'une des mesures phares, c'est la poursuite du programme Innovation Bois, qui permet de soutenir des projets innovants dans l'industrie des produits forestiers, que ce soit pour la réalisation d'études ou des projets d'investissement en usine. Ensuite, il y a également une enveloppe de 3,8 millions qui est réservée à des initiatives de recherche et développement des universités et centres de recherche. Donc, à titre d'exemple, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs appuie la chaire industrielle de recherche sur la construction éco-responsable en bois, le CIRCERB. Il y a également une aide financière qui est accordée à AFP Innovation pour l'initiative Changement climatique, pour des projets de recherche qui visent à mieux évaluer la contribution potentielle des produits forestiers à la lutte contre les changements climatiques. Et c'est également prévu de lancer là, en 2022 un appel à projet pour les universités et les centres de recherche pour réaliser des nouvelles initiatives de recherche et développement dans le secteur de la construction au bois. Les thèmes de recherche vont pouvoir toucher la construction massive en bois, la construction modulaire, la construction préfabriquée, la construction des bâtiments multifamiliaux de 5-6 étages, la construction hybride, les ponts en bois, etc. Ça va aussi pouvoir toucher le développement de produits de construction biosourcés en bois, donc que ce soit des isolants à base de fibres de bois, des recouvrements de planchers en bois innovants, des produits de finition intérieure et extérieure en bois ou en composite à base de fibres de bois. Donc, le quatrième axe concerne la formation et le soutien technique. Si on veut favoriser l'utilisation du bois dans la construction, il faut s'assurer que les professionnels du secteur de la construction sont formés et soutenus en conséquence. Donc, le plan de mise en œuvre comporte des mesures phares là, au chapitre de la formation et du soutien technique. Le ministère appuie notamment Secobois, qui offre un soutien technique aux partenaires de la construction en bois.
Donc, Secobois là, est très actif, diffuse le savoir-faire en construction bois, développe, diffuse des outils, des formations en construction bois, réalise aussi des études techniques et des études de marché en lien avec la construction bois. À titre d'exemple, j'ai mentionné ici, j'ai indiqué ici l'initiative en matière de formation en construction bois que l'on appelle là, Apprenons sur les bancs d'école, qui est pilotée par Secobois. Donc, c'est une initiative là, qui vise à améliorer la formation des futurs professionnels et technologues de la construction. Elle vise à développer là, des contenus de cours adaptés pour différentes disciplines qui sont liées à la construction, donc notamment l'ingénierie et l'architecture. Le MFFP collabore aussi là, depuis plusieurs années à la mise en place d'initiatives pour encourager et favoriser la formation en construction bois, là, notamment avec l'Université Laval puis l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, à titre d'exemple, ici, j'ai indiqué le ministère a contribué à l'embauche de 2 professeurs spécialisés en génie du bois dans les programmes de génie civil et de génie du bois. Donc, les embauches là, visaient, entre autres, à créer une synergie entre les 2 programmes de génie. Donc, on soutient durant 5 ans le salaire de ces professeurs-là par le financement de 2 chaires de leadership en enseignement à la Faculté des sciences et génie, puis à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique de l'Université Laval. Donc, ça a permis là, notamment l'introduction de contenu sur le bois dans les cours obligatoires et les cours à option de génie civil, la création de cours optionnels sur le bois en génie civil, l'élaboration d'un cours sur l'enveloppe du bâtiment en bois, en génie du bois, puis aussi la création d'un micro-programme de 2e cycle sur la construction intégrée en bois. Le 5e et dernier axe, c'est celui du rayonnement. Donc, les avantages de l'utilisation du matériau bois, un matériau qui est renouvelable. Puis les innovations en construction bois gagnent à être exposées auprès de l'industrie de la construction, mais aussi du public en général. Donc, le bois, il peut et il doit être au cœur là, de la transition vers une économie verte à faible empreinte carbone. Donc, une des mesures phares liées à cet axe-là du rayonnement, mais également à l'ensemble du plan de mise en œuvre, c'est le programme d'innovation en construction bois qui a été lancé en septembre 2021 et qui remplace l'ancien programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois. Donc, le programme permet de soutenir notamment la conception de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil en bois qui comportent une innovation. Il permet aussi la réalisation de vitrines technologiques qui démontrent la faisabilité d'une nouveauté en lien avec l'utilisation du bois. Donc, ce programme-là est doté d'une enveloppe de 15,7 millions. Il est en vigueur jusqu'au 31 mars 2024. Puis, il est financé là, dans le cadre du plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Donc, il vise là, à favoriser l'utilisation de matériaux de construction éco-énergétiques et à faible empreinte carbone. Donc, on présente ici quelques exemples de projets qui ont été financés par le programme de vitrine technologique qui a pris fin là, en mars dernier. Donc, il y a 16,2 millions qui ont été engagés dans le cadre de ce programme-là, dans 36 projets qui ont représenté des investissements totaux là, de 416 millions de dollars. Donc, tous ces projets-là qui ont été financés sont diffusés là, lorsqu'ils se terminent dans un répertoire qui est en ligne, accessible sur le site Internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de manière là, à pouvoir constituer des vitrines puis influencer là, la construction d'autres projets. Ce qui est intéressant à mentionner, c'est que tous les projets financés par ce programme-là, puis maintenant par le nouveau programme d'innovation en construction bois, font l'objet d'une évaluation d'émissions de GES à l'aide du Gestimat. Puis l'ensemble des rapports de projet, puis des rapports d'émissions de GES sont tous rendus disponibles en ligne là, également là, sur le site Internet du ministère.
Voilà. Hop. Donc, toujours à titre d'exemple de mesures en matière de rayonnement, le ministère finance le Bureau de promotion des produits du bois du Québec pour une mesure de déclaration environnementale de produits de type spécifique pour l'industrie des produits du bois. Donc, les déclarations environnementales de produits, ça permet de communiquer l'information, une information qui est vérifiée sur l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie, soit de la récolte de la ressource jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, les déclarations environnementales de produits permettent, entre autres, d'obtenir des points dans la certification LEED, dont la demande est en croissance, là, notamment sur les marchés américains. Puis, les déclarations environnementales de produits, c'est aussi un outil de promotion pour les entreprises en matière environnementale. Donc, ce qui permet là, de favoriser leur compétitivité sur les marchés étrangers. En conclusion, la politique d'intégration du bois dans la construction est venue énoncer les objectifs du gouvernement du Québec pour augmenter l'utilisation du bois dans la construction. La politique, elle vise essentiellement à favoriser le développement durable des régions du Québec par l'utilisation et la transformation de leurs ressources forestières, tout en contribuant à réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, pour mesurer l'évolution de la construction en bois au Québec puis l'atteinte des objectifs de la politique, il y a un indicateur qui a été retenu puis qui fait l'objet d'un suivi depuis plusieurs années. Cet indicateur-là, c'est le pourcentage de bâtiments non résidentiels de 4 étages et moins avec une structure principale en bois. Et on peut noter ici, cet indicateur-là est passé de 15 % en 2006 à 34 % en 2020. Donc, ça démontre là, une nette progression. Là, ça a plus que doublé durant cette période-là. Puis, dans le cadre du plan de mise en œuvre, on a également fixé une cible là, à 37 % pour cet indicateur-là en 2026. Donc, le plan de mise en œuvre déploie les actions concrètes pour favoriser l'atteinte de la cible, puis les objectifs de la politique. Donc, évidemment, le déploiement de ce plan-là va se faire en collaboration avec l'ensemble des partenaires du secteur de la construction bois. Je termine là en vous invitant à aller voir sur notre site web la politique et son plan de mise en œuvre et toute l'information là, relative à la politique. Donc, je vous invite également là, à communiquer avec nous pour toute question par rapport à la politique et son plan de mise en œuvre. Donc, merci beaucoup.